Merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. Alors c'est un grand moment pour nous, pour Eric et moi, ce jour de la sortie de notre ouvrage, parce que c'est un projet qui a grandi et qui a émergé il y a déjà au moins deux ans. Oui, oui. Oui, au moins 2 ans. Et donc je connais Eric depuis 7 ans maintenant. Et donc c'est vraiment un plaisir de travailler ensemble. C'est un plaisir de collaborer. Ça a été vraiment une découverte. Quand je l'ai rencontré, c'était pour des questions personnelles, de démarches sur moi-même, de questions de santé. Et j'ai tout de suite senti que ce qu'il apportait, ce qu'il transmettait dans son approche, dans sa démarche thérapeutique, était vraiment quelque chose qui nous ramenait à un alignement, ramenait à une verticalité. Et ça a été pour moi tellement parlant, tellement salvateur aussi, que j'ai émis le souhait de travailler avec lui, auquel il a répondu oui. Donc depuis 7 ans, on travaille ensemble et on organise des journées thérapeutiques et des marches en forêt, des marches de conscience, pour apporter cette approche. Et depuis environ 2 ans, je disais à Eric, ce qui serait vraiment important, c'est de pouvoir transmettre tout cela au plus grand nombre. C'est-à-dire que ces enseignements, ces messages et tout ce que ça peut apporter sur un plan thérapeutique, ça puisse être connu davantage. Et c'est comme ça qu'est née l'idée du livre. Donc on est parti en forêt, discuter, échanger, dialoguer, partager vraiment toutes les démarches de son parcours et de ce qu'il peut transmettre. Et l'année passée, donc j'ai écrit ce livre qui est vraiment la retranscription de ces partages. Et donc c'est ce livre qu'on a la joie de vous présenter ce soir et que Eric va présenter aussi dans tout ce qu'il peut transmettre et communiquer. Alors je vais lui laisser la parole avec grand plaisir et merci d'être là avec nous. Mais merci à toi, voilà. Merci d'être venu, à vous en tout cas, c'est sympa. Alors effectivement, ce livre, il y a 2 ans, mais pour moi, il a beaucoup plus que ça, puisque ça fait des années que j'essaye d'écrire, mais je ne suis pas du tout écrivain. Alors, puis quand j'ai écrit une phrase, j'ai tendance à la remettre en cause, et puis de trouver que la virgule n'est pas au bon endroit, vous voyez ce que je veux dire. Donc pour moi, la réalisation de ça, c'est important, parce que c'est un souhait effectivement, de partager, de transmettre un peu plus loin, de ne pas garder tout ça que pour moi dans mon petit coin. Et puis le mettre sous forme de livre était ouais, c'est super. Mais moi j'aurais été incapable par exemple de ce qu'on a fait en fait, on s'est mis à parler, on a enregistré et même de transcrire ce qui a été dit. Moi je rajoutais toujours des petites choses. J'avais commencé à le faire, hein, l'idée, ça fait un moment, et je n'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout, et loin de là, parce que je n'ai pas écrit grand chose. Alors Anne-Virginie, étant très douée dans cette pratique, a bien joué son rôle. Merci beaucoup. Alors, oui, c'est ce livre, en fait, il retrace un peu mon parcours, et puis tous les questionnements, et surtout les réponses, on va dire, entre guillemets, trouvées, et puis qui sont importantes, puisque ça m'a permis, moi, de sortir d'une rigidité physique et mentale, on va dire comme ça, parce que si on est rigide là, c'est qu'on doit l'être par là. De problèmes de santé dans le sens des mal de dos terribles, sciatiques, choses comme ça. À tel point qu'à 23, 24 ans, on m'a dit qu'à 30, je serais certainement une chaise roulante. Voilà. Bon. Et puis pas de solution. Pas de solution. Je faisais du sport, hein. J'étais quelqu'un qui faisait pas mal de sport. Et pas de solution. Donc, mon cheminement m'a amené vers quoi à me retrouver à Avignon. Voilà. Parce que j'étais en Normandie, je suis né en Normandie, proche de grandes forêts de chênes qui sont du côté d'Évreux. On a la chance d'être vraiment dans une nature. Il y a une nature vraiment très chouette. Et moi, bien sûr, j'aimais beaucoup aller là-bas pour me retrouver en lien, en relation avec la nature. Et depuis tout petit, il y a 2 aspects qui ont marqué, c'est je ne comprends pas le monde, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui ne va pas.
Parce que c'est pas possible que le monde soit comme ça. Dans mes souvenirs, c'était pas comme ça. Et puis, et puis ce besoin d'être en relation avec le vivant, avec la nature. Puis en même temps, une chose qui m'a beaucoup touché, c'est le sentiment de ne pas faire partie du décor. De voir des choses, la nature magnifique, et puis ce sentiment d'être un peu à l'écart. Donc cette conscience séparée. Donc j'ai fait première partie de ma vie comme j'ai pu, on va dire, en suivant. Bon, je crois que beaucoup de gens ont fait comme ça. Et puis, ben voilà, on se retrouvait gentiment au service militaire, etc. Parce qu'on fait comme tout le monde. Mais toujours avec ce sentiment, il y a quand même quelque chose qui ne colle pas. Hein, et j'arrive pas à me mettre dedans. Donc du coup, sans être dans la présence, sans être justement dans tout ce qu'on va parler, un fonctionnement mental très puissant. Donc quand je vous parle du mental, etc., je connais bien le problème parce que j'étais complètement là-dedans. Et puis, et tout en ayant une ouverture, quand même, quelque chose qui m'appelait vers autre chose. Parce qu'à chaque fois que j'étais dans la nature, j'étais bien. D'accord ? Mais dès que j'étais plus dans la nature, pas terrible. Et puis une rigidité du corps, que j'ai toujours eu. Donc des douleurs tout le temps, très très tôt, hein, j'ai eu ces problèmes. Donc ma vie m'a amené sur Avignon pour ouvrir un magasin de produits naturels. Et puis dans cet endroit-là, magnifique, Avignon c'est magnifique, la boutique a été 25 mètres carrés, vous imaginez, un lion en cage, quoi. Alors j'avais quand même du mal. Heureusement à l'époque j'avais ma femme qui, elle, s'y plaisait beaucoup plus que moi, et puis j'avais la possibilité d'aller respirer quand même souvent dehors. Mais il y a eu un changement dans ma vie aux alentours de 28 ans, on va dire, 27, 28 ans, où d'abord on m'a dit, des magnétiseurs m'ont dit « Ah, mais Eric, toi, t'es doué, t'as des dons de magnétiseur. » Ah bon ? Oui, ah bon ? Parce que j'étais pas du tout intéressé par ça, a priori. Questionnement spirituel, ok, il y a quelque chose d'autre, mais magnétiseur, capacité à aider les gens, pas du tout. Tout le monde n'a pas cette conscience-là. Énergétique, guérisseur, hein. Wow, tu poses les mains, tu guéris les gens. Bon, mais j'ai essayé, il s'avérait qu'effectivement, ça s'est mis en place comme ça, et notamment la première fois où j'ai fait un soin à une personne, on va dire, véritablement, c'était dans la boutique, une grand-mère, hein, pour moi c'était une grand-mère, qui est venue, puis qui m'a dit « Ah, j'aimerais un magnétiseur ». Je lui ai dit oh, ben, j'avais des listes de gens. Puis elle me dit « Ah non, 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 c'est vous que je veux que ce soit vous qui me fassiez quelque chose, que vous allez pouvoir me faire quelque chose. » Ah bon ? Alors, oui, faisons, quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, parce qu'on m'a demandé, m'a poussé un peu dans la voie. Et la deuxième chose que j'ai pris conscience, c'est... en me promenant dans la nature, parce qu'en Avignon c'est bien gentil, mais enfin c'est quand même une ville qui est fermée par les communautés intramuros, on est entouré de remparts, et on a la chance exceptionnelle d'avoir ce palais des papes, et surtout le jardin qui est au-dessus. Il y a un très beau jardin, qui pour moi est un jardin qui n'est pas sauvage, donc, enfin il y a des beaux arbres. Hein. Et puis en allant là-bas, je vois des gens pratiquent du tai chi. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ben ça là, c'est ça, il faut que je fasse. Ça va être génial pour moi, il faut que je fasse ça. Donc, hop, dans la semaine, j'étais inscrit, je commençais les cours. Hein. Et ça fait 30 ans que je fais des cours de tai chi. Et pareil, donc je me suis mis à pratiquer une fois par semaine pendant la première année. Deuxième année, je dis quand même, il faut faire un petit peu plus. Une fois par semaine, c'est bien, mais quand même, 2 fois par semaine, quelques stages des week-ends pour apprendre les formes, etc. Et puis ensuite, je me suis dit, si je veux vraiment avancer, il faut que j'en fasse tous les jours, tout seul. Donc j'ai commencé à pratiquer méditation, tai chi, etc. pendant 2h30 tous les jours. Et ça a été le matin 5h30, le soir, etc. Et de ces pratiques vraiment quotidiennes, il s'est passé quand même beaucoup de transformations qui ont permis d'intégrer la présence, la conscience corporelle, la conscience énergétique, les ouvertures qu'on va parler. Ça, c'était... Alors le tai chi, c'était vraiment super. Et c'est toujours, parce qu'à chaque fois que je fais quelque chose, en fait, j'utilise du tai chi. Chaque fois que je sens que je suis en train de me décaler, hop, je reviens, je reprends la conscience du corps, ce qu'on va faire tout à l'heure comme petit exercice. Et puis, pareil, j'ai donné des cours parce que tout simplement, les gens m'ont demandé de donner des cours. Ouais, pourquoi pas ? Moi, je pratique, venez pratiquer avec moi, et puis c'est comme ça que... Puis aujourd'hui, je donne effectivement pas mal de cours de tai chi sur Sion. Et puis l'autre aspect qui m'a interpellé, où j'étais amené à mettre les pieds dedans, c'est les runes médecine
et toute la voix, on va dire, chamanique. On va mettre chamanique avec des guillemets, parce qu'aujourd'hui, quand on dit c'est un chaman, ça veut dire qu'il entend les oiseaux et puis qu'il leur parle, vous voyez ce que je veux dire. Donc, chaman, ça veut quand même dire quelque chose de très particulier. Par contre, être attiré par le vivant, l'énergie, et sentir qu'il y a un lien profond avec l'environnement, et avec au-delà de l'environnement, ça m'a été, on va dire, j'ai été poussé dedans par les runes médecine et les voies Sioux. Donc toute la pratique des voies Sioux, les huttations, quête de vision, je suis porteur de la pipe sacrée. Et ça fait aussi plus de 25 ans que je suis dans ces pratiques-là. Et c'est des pratiques qui se sont toutes réunies pour mettre en place, en fait, ce que je fais. La première chose que je me suis rendu compte quand j'étais avec des gens qui venaient, voilà, je faisais d'abord de l'énergétique, des prières. C'est vrai que je soignais aussi beaucoup avec des prières en demandant déjà on va dire Dieu, d'intercéder pour les gens. Parce que moi je me disais, c'est bien gentil, mais enfin moi je ne sais pas ce qu'il faut faire, quoi. D'accord ? Alors peut-être que là-haut ils savent 100 fois mieux que moi ce qu'il faut faire. Donc j'avais déjà au début ce type d'approche, c'est-à-dire que ma prière c'était, faites quelque chose pour ces gens-là, quoi. En gros, hein. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait les gens ils se mettaient à me parler. Ils me parlaient de choses qu'ils n'avaient jamais dit à personne. En fait des choses qu'ils gardaient en eux. Et cette première chose qui était extrêmement importante quand j'ai pris conscience de ça, c'est qu'en fait les gens gardaient ces choses en eux sans jamais les dire. Et du coup ça créait des blocages. Parce que dès qu'ils commençaient à parler de ça, leur vie commençait à changer. Ils allaient mieux, ils trouvaient des solutions, les choses se débloquaient. Donc la première chose, ça a été vraiment de prendre conscience de ça. Si on parle de ce qui se passe réellement en nous, de toutes ces choses qu'on cache, qu'on garde comme ça, à ce moment-là, on va vers la santé. Il se passe quelque chose. On débloque de l'énergie, on retrouve l'élan de vie. Enfin, on peut y mettre beaucoup de choses. Mais dès qu'on fait ça, ça commence à changer. Et plus particulièrement, si on parle véritablement de ce qui se passe dans notre corps, à l'intérieur, notre ressenti profond. Du coup, j'étais bien sûr attiré par toutes les techniques de relation d'aide, et en particulier les approches psycho-émotionnelles des maladies. Décodage biologique, l'approche de Sabbat, de Hammer, enfin, etc. Et j'avais eu la chance que mon frère avait fait la formation de décodage. Comme je n'avais pas trop de sous à l'époque, j'ai embrayé sur lui, puis on a travaillé ensemble. Donc j'ai lu beaucoup de bouquins là-dessus. Mais la chose qui était intéressante dans le décodage, c'est pas tellement de dire si vous avez un eczéma, si vous avez un conflit de séparation. Parce que si on dit ça à quelqu'un, ça y a rien, c'est pareil. Parce qu'à part le coup de chance exceptionnel, ça a peu de chance que ça décode quoi que ce soit. Par contre, et ça c'est dans tous les cours de décodage, c'est d'aider la personne à ce qu'elle se mette à parler de ça, du moment précis où c'est arrivé et au moment qu'est-ce qui s'est passé en elle. Et quand la personne trouve ça, peut l'exprimer, à ce moment-là, la santé revient. Ou tout du moins un élan de santé revient, il se passe quelque chose, etc. Alors ça a été quand même très important. Et du coup, l'aspect relation d'aide, écoute thérapeutique, en tout genre, j'ai lu un tas de trucs, j'ai fait rencontrer des gens. Et puis, dernièrement, plus la communication non violente, mais dans le sens, c'est pas qu'il faut communiquer sans violence, c'est d'aller chercher l'origine de la violence en soi. Parce que la communication non violente, c'est quand même d'aller chercher l'origine de la violence en soi. Ah ça, c'est très intéressant. Ça rejoint curieusement d'aller regarder, mais véritablement, qu'est-ce qui se passe quand l'autre, il me dit ça ? Mais il le dit, ok, mais d'abord, ça se passe là. Et il faut résoudre le problème là. Allez le regarder, allez le voir. D'accord ? Et ça, c'est extrêmement important, à mes yeux, bien sûr. Et alors là, ça a changé aussi la donne, puisque je vais encourager les gens, donc, à parler d'eux, les écouter d'une certaine manière, pour qu'ils commencent à me parler de ce qui se passe réellement dans leur vie. Et curieusement, dans les roues de médecine, on se retrouve avec quelque chose du même goût. La roue de médecine, c'est une représentation de notre monde, du monde en général. C'est un révélateur de ce qui se passe en nous, des zones cachées, des zones d'ombre. C'est aussi un moyen de transmutation, de transformation de ça. Et on nous dit toujours, enfin, les enseignements qu'on reçoit de ces roues de médecine, donc des choses assez amérindiennes ou chamaniques, c'est il faut d'abord décris-moi ton monde, tes peurs et tes limites. Et il faut s'y confronter. Ah, je trouve ça extraordinaire de voir que dans une roue de médecine, les anciens nous disaient la même chose.
Et quand on dit ça, c'est que les chamans, il ne faut pas oublier que les chamans, ils connaissaient les gens qui étaient autour d'eux quand même. C'est des villages, c'est des clans, c'est pas des machins où il y a 10 millions d'habitants. Donc ils connaissent. Ah mais, oui, salut, comment tu vas? Ah, il m'est arrivé ça. Raconte-moi ce qui t'est arrivé. Dis-moi ce que toi, tu as vécu. Et ça, c'est des enseignements que j'ai reçus aussi de la roue de médecine elle-même, parce que la roue de médecine enseigne aux gens, parce qu'on est au milieu des forces de la nature, on va dire, et puis bien au-delà, et en même temps des chamans. J'ai eu la chance de rencontrer les chamans, et j'ai la chance de rencontrer ceux qui m'ont parlé comme ça, bien entendu, parce qu'on pourrait dire les chamans, il y en a de toutes sortes, et ça c'est vrai. C'est d'aller, de dire, mais qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce qui t'est arrivé là, à ce moment-là? Quand le bison t'a commencé à te charger, et pour plaisanter, t'as été confronté à quoi? Et on est confronté à des peurs viscérales. Et ces peurs viscérales, c'est celles qui sont réveillées lorsqu'on est dans des conflits, etc. Alors ces peurs viscérales, c'est tout simplement parce qu'on est quand même dans de la biologie, dans de la carnation, et on est dans des réflexes de survie. Les réflexes de survie, ça veut dire s'adapter. Quand on n'est plus capable de s'adapter, eh ben, l'énergie ne circule plus. Ça, c'est les taoïstes qui nous le disent aussi, hein, en énergétique chinoise. Tout le moins une version assez ancienne. C'est lorsqu'on est confronté à des peurs viscérales, qu'on est dans la survie, qu'on bloque, c'est pas qui fonctionne. Donc la survie, c'est très bien, à condition qu'on ne reste pas bloqué dedans. Parce que jusqu'à nouvel ordre, on ne s'est jamais occupé de savoir comment fonctionnait la circulation du sang. Ça, c'est pas mon petit ego avec qui va dire tiens, même si l'esprit a une influence sur la matière, ça on est entièrement d'accord, on va en parler après. Mais le fonctionnement de notre corps, on ne s'en occupe pas. Là, vous êtes en train de m'écouter, vous n'êtes pas en train de penser qu'il faut que mon cœur il batte un peu moins vite. Parce que c'est, oh là, il a dit un truc. Voilà. Hein? Non, ça on ne s'en occupe pas, ça se fait tout seul. Enfin, c'est géré par, on va dire, l'inconscient ou quelque chose d'autre. En tout cas, ça se fait tout seul. On n'a pas besoin de s'en occuper. Et curieusement, lui, l'inconscient, quand il est confronté à une peur, à un blocage, voilà, en général, c'est des peurs, hein, eh bien, il va interpréter la situation d'une manière biologique. C'est-à-dire, c'est quoi le type de conflit? C'est quoi ce qui me bloque? Et il va l'interpréter. Et quand il l'interprète, il va donner une solution. Et lui, la solution qu'il peut avoir, c'est soit dans le comportement, tu remontes le pantalon, tu t'enfuis, c'est très efficace, quand c'est très subtil. Ou bien dans le fonctionnement même de la biologie. Si on parlait d'un conflit de séparation de l'eczéma, bah, si je ne veux pas avoir de contact, ou si je veux un contact avec quelqu'un, eh bien, je peux décoder la peau pour avoir ce contact, en avoir plus ou en avoir moins. Parce que le plus ou moins, lui, il mélange tout ça, et ça dépendra un petit peu de ce qui s'est réellement passé à l'intérieur. Bien. Alors, curieusement, la roue de médecine, elle me dit, il faut nommer, aller se confronter à nos peurs, à nos limites. Et il faut les voir et les nommer. On ne peut pas ne pas le faire. Immanquablement, il va falloir faire ce chemin-là. Bon, très bien. Et un autre aspect de la roue de médecine qui est, à mes yeux, essentiel, en dehors du fait qu'il faut faire des deuils, et puis pour naître à autre chose, il faut mourir à l'ancien, tous les rites de passage, etc., ça, on les connaît même si on ne les fait pas, enfin on en fait des fois par obligation, c'est la notion des axes. Et là, les axes, à mes yeux, sont essentiels. On a l'axe nord-sud, au nord le mental, au sud les émotions. Et ils appellent ça l'axe de l'humain. Et on voit bien que l'humain, il est coincé dans cet axe-là, où soit il est dans le mental, enfin il peut jouer avec les deux, bien entendu, hein, mais si on exagère, il pourrait être complètement dans l'aspect nord, mental, etc. Et le mental va créer une séparation avec l'environnement. C'est la tête qui tourne toute seule, il n'est plus en relation avec le vivant, avec l'énergie, avec la vie, et puis il n'est surtout plus en relation avec les humains, de moins en moins, parce qu'en fait il réduit son monde à ça, et donc il est déshumanisé. Et on voit bien que le fonctionnement actuel de notre société, c'est qu'elle est de plus en plus déshumanisée. C'est-à-dire que les gens, c'est plus des gens, c'est des numéros. On est confronté à ça quand même, on ne peut pas dire le contraire. Même s'il y a tout un élan qui veut aller de l'autre sens, heureusement, hein, il y a un élan de vie qui veut aller par là. Puis de l'autre côté, on est dans les émotions, où là c'est les réactions en permanente émotionnelles. Ce n'est pas la peine que je vous fasse des détails, je crois que vous connaissez ça aussi bien que moi. Et là, on se retrouve encore une fois dans un fonctionnement de réactivité.
On réagit. Curieusement, dans la communication non violente, dans les formations pour accompagnement, etc., de thérapeutes, ils nous parlent en fait tout le temps de ça. C'est qu'en fait, on est dans la réaction. Lorsqu'on est dans la réaction, on n'est plus en lien avec soi-même, on est hors de soi. C'est dit communément. Ça va poser un gros problème d'être hors de soi. Parce que lorsqu'on est hors de soi, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, on les interprète au filtre de nos mentales, de nos conceptions, de tout ça. Et puis, on met en réaction pure. Quelqu'un me fait peur, et puis, ça y est, je réagis. Mais il y a des peurs qui sont saines, hein, attention. Hein, d'accord ? Il y a des peurs qui sont saines. Si on entend un avion qui tombe là, la première chose qui va se passer, c'est que notre corps va réagir pour pouvoir voir est-ce qu'on est en danger de mort, d'abord. Ça serait normal. Hein. On ne va pas empêcher, reste comme ça. Ouais, alors il y a un avion qui est tombé là, juste dans la pelouse. Ça ne se fait pas. Mais ensuite, on va voir qu'effectivement, ça impacte quelque chose dans le corps et que ce qui s'est passé là se doit d'être transformé. Si on le garde comme ça, au moindre bruit, on va réveiller la mémoire de ça. Et là, on va avoir des problèmes. Parce que si, à un moment donné, on doit réagir, c'est bien, mais si on réagit parce qu'il y en a un qui claque des doigts, ça ne va pas. Donc il va falloir le faire circuler, transformer, aller voir ce qui s'est passé réellement. Et puis si on est 15 ici, ou 14, il y a 14 façons d'appréhender le même phénomène en même temps. On n'a jamais la même façon de voir. Donc ce qui va être intéressant, ce n'est pas de donner des interprétations, c'est tout simplement d'écouter et permettre à la personne de dire ce qui s'est passé chez elle. D'accord ? Et on voit qu'on est bloqué dans une espèce de bulle où on est en dehors de la réalité. On voit les choses d'une certaine manière, préprogrammées presque. Et dans cette réalité, on pourrait dire que c'est l'ego, parce que tous les conflits de l'humain sont basés là-dessus. Et il y a une solution. Il faut bien pouvoir sortir de ça. Et la solution, elle est sur l'autre axe, l'axe des esprits, qu'ils appellent ça. Donc on a d'un côté le feu, l'esprit, et puis de l'autre côté, la matière, le corps. Et une des solutions, c'est de revenir systématiquement au corps. Curieusement, en décodage, en approche thérapeutico, un peu dans ces trucs-là, il nous parle de quoi ? C'est qu'il faut revenir à ce qui s'est réellement passé en soi. Il faut revenir là, il faut revenir au corps. Et dans les thérapies humanistes de CNV, tous ceux qui ont créé ça, Marshall Rosenberg pour la CNV, Relation d'aide, celui qui a créé le focusing, et puis etc. En fait, ils ont observé des centaines de vidéos de cas, d'accord, de séances de thérapie. Et ils se sont rendus compte que ceux qui guérissaient, c'est ceux qui commençaient d'abord à parler d'eux-mêmes, et pas de ce qui s'est passé à l'extérieur, et qui parlaient véritablement de ce qu'ils avaient ressenti. Et c'est un constat. Ils ont analysé ça, ils se sont rendus compte que c'était ça qui se passait. Et dans la roue de médecine, on nous dit qu'il faut revenir au corps. Le corps, ça veut dire la présence, revenir véritablement à ce qui se passe ici. Et quand on est là, on est bien d'accord qu'on va créer un lien avec aussi ce qui se passe autour de nous. Et la grande problématique qu'on a, c'est qu'on est rarement bien conscient de notre corps. Là, ça fonctionne à 400 à l'heure. Du coup, on sépare et on n'est plus véritablement dans la conscience du corps. Pour y revenir, on se prend les pieds dans le tapis, on se fait mal, des choses comme ça marche bien. Et notre corps, il appelle. Notre corps, il fait que ça. Il nous dit hey, oh. On peut tomber malade, bien sûr, etc. Ça veut dire qu'il faut revenir dans cette relation. Et c'est indispensable. C'est vraiment indispensable. Revenir systématiquement à la conscience du corps, à la présence. On parle comme ça aujourd'hui. La pleine conscience, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, la présence. D'accord ? Et l'autre aspect, c'est qu'on doit se lier à l'Est. Et l'Est, il parle, c'est l'esprit. C'est-à-dire se connecter à ce qui est à l'origine du monde, se connecter à cette énergie de vie qui vient d'autres dimensions. On ne peut pas rester bloqué sur quelque chose de très étroit. Que du corps, ce n'est pas suffisant. Il faut se connecter à une autre dimension. Et c'est ce qui va mener le bal. Qu'est-ce qui se passe ? Qui fait quoi dans le monde ? C'est une grande question que je me posais, enfin vous ne savez pas, parce que je me posais cette question en fait tout le temps, mais qui fait quoi dans le monde ? Alors voilà, est-ce que c'est moi, encore une fois, moi avec mes petits muscles, alors quand je faisais de la thérapie, enfin je fais toujours, on fait appel à d'autres choses. Moi je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais d'ailleurs je ne sais même pas ce qu'il faut faire.
Hein? C'est très important pour moi, ça. C'est d'arriver, pas de dire « Ah oui, moi je sais ». Oh, je connais la théorie, bien sûr, mais quand on est face à quelqu'un, ok, qu'est-ce qui se passe? Restons ouverts, neufs, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et puis, les choses se mettent en place. Qui fait quoi dans le monde? Quand on est avec la pipe sacrée des Sioux, le fameux calumet de la paix, il est dit, tout ce que vous demandez avec, vous l'obtenez. Moi, ça me pose un sérieux problème. D'accord? Parce qu'il faut demander quoi? Parce qu'une fois, on m'a dit, ah, il y a un tel, là, il est à l'hôpital, il s'est bloqué, je sais pas, il s'était bloqué quelque chose dans le dos, il souffrait le martyre, il ne savait pas s'il fallait opérer ou pas, et puis on me dit, ah, il faut qu'il soit guéri, il faut faire quelque chose. Je dis, mais moi, j'en sais rien, moi. Vous savez, vous, s'il doit être guéri ou pas? En cadre de l'évolution de l'être, de l'âme, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'en sais rien. D'accord? Ah, mais tu ne peux pas faire. Alors, tu ne peux pas faire une cérémonie pour nous. Pour lui, pas pour nous, pour lui. Oui, vous me le demandez, oui. Ah ben on peut faire. Puis on va demander que le meilleur soit fait, quoi. Bon, il s'avérait que le lendemain ou le surlendemain, il allait mieux. Ben, tant mieux. Mais quelle est la voie? Est-ce qu'on n'est pas en train de supprimer des informations essentielles pour l'évolution de son âme, en supposant qu'on puisse voir le monde comme ça? J'en sais rien, moi, ce qu'il faut faire. Vous êtes d'accord avec moi, peut-être? Voilà. Si on enlève tous les problèmes en claquant des doigts comme ça peut être très bien, ou peut-être pas. On est d'accord? Peut-être pas. Peut-être pas. Toujours est-il que il est important de, je ne sais plus ce que je vous disais avant, mais il est important de se reconnecter donc à l'esprit, à ce qui va insuffler l'énergie de vie. Et le défi de l'humain, dans ce qu'il est en train de faire, c'est dans quel état d'esprit il fait les choses. C'est quand même un gros défi, parce qu'on peut faire 36 000 choses, je ne donnerai pas d'exemple, mais tout dépendra surtout de la manière dont on va le regarder, on va être. Il peut nous arriver n'importe quoi, quelqu'un rentre avec un pistolet ici, et puis on va avoir 14 réactions différentes, c'est évident, parce qu'on n'a pas du tout la même façon de voir les choses. Si je reste bloqué sur comme ça y est, je vais mourir, etc., et que ça me reste là, mon état d'esprit restait bloqué là-dessus. Il va falloir que je le transforme. Faire un travail de transformation. Pareil, si je me dis, oui, à chaque fois que je traverse la gare de Sion, je suis en danger parce qu'il y a des loupards ou des camés ou je ne sais quoi, je me mets dans une situation où il y a de fortes chances que j'en rencontre. Puisque je suis en train de me projeter à travers justement notre esprit, projeter de l'énergie, etc. Si je travaille d'une autre manière, peut-être que je ne rencontre jamais. Parce que ma façon d'être, ma façon de voir, fait que j'ai transformé en fait ma relation, mon monde. J'ai transformé mon monde. Parce que dans les roues de médecine, on parle de transformer son monde, sa réalité en physique quantique et thérapie quantique en tout genre. On modifie en fait la façon dont on regarde le monde. On sait que l'observateur influe sur l'observation. Du coup, les choses ne sont pas du tout les mêmes. Si je vais à l'origine des conflits, de la violence qui est en moi, que je déprogramme cette violence, c'est évident qu'elle va plus se projeter dans mon monde. Pour reprendre le CNV et Gandhi, parce que Gandhi était quand même, c'est ça qu'il parlait de ça. Je vais faire des transformations. Mais qu'est-ce qui va réellement me transformer? Et c'est là que je me posais plein de questions intéressantes. C'est comment on fait donc pour transformer les choses. Donc ça revient à dire, je dois faire un effort exceptionnel pour arriver à ne plus être là-dedans. À la fois oui, parce que ça a nécessité une présence, une attention, une vigilance intérieure, puis à la fois, c'est moi qui fais les choses encore, ou c'est quelque chose d'autre qui va faire. Parce que moi, je me pose la question, on pourrait dire, même l'évolution, est-ce que c'est moi qui l'a fait ou pas? Et là, on va se retrouver avec ces visions basées sur les visions quantiques, les visions anciennes, parce qu'ils se rejoignent. Est-ce que c'est moi qui regarde, ou est-ce que c'est Dieu qui regarde à travers mes yeux? D'un seul coup, ce n'est pas la même façon de regarder le monde. Vous savez que dans certaines traditions, on parle, il y a l'œil unique de Dieu qui regarde. Quand on regarde quelque chose, on voit avec un seul œil. Les deux yeux sont transformés au niveau du cerveau et je ne m'occupe pas de savoir comment c'est fait. Je constate quand même que je regarde avec un seul œil. Ça voudrait dire qu'il y a bien une présence, quelque chose qui est là, qui est en train de regarder. Et que moi, je suis juste, parce que je suis bien là présent,
et bien une conscience aussi, et il y a quelque chose qui est juste en interface là, et que derrière, il y a encore une dimension supérieure. Curieusement, en physique quantique, ils finissent par dire que cette chose qui a créé le monde, qui crée l'unité, qui crée la perfection, ils l'ont appelée la conscience, avec un grand C. Parce que c'est pas possible de l'appeler Dieu, forcément, ça fait des ordres. Mais la conscience, ah c'est bien, ouais, c'est pas mal. Bon, c'est vrai, ça rejoint nos anciennes traditions. Il y a bien quelque chose d'autre qui est là et qui est en train de regarder. Or, cette notion d'observateur, elle est essentielle, parce que c'est l'observateur qui est en train de faire la transformation. Par le simple fait de voir les choses telles qu'elles sont, en étant dans cette présence, cette ouverture, on est en train de transformer le monde, notre réalité et le monde. Et ça va nécessiter, c'est presque un défi de l'humain, où on est dans nos réflexes archaïques de survie, hein, voilà, et puis on voit bien que l'humain, son gros problème, c'est l'humain. Hein, c'est sa relation à l'humain, son gros problème, c'est ça. Parce que là où on a des problèmes, c'est toujours parce qu'on a un voisin, quelqu'un qui intervient. Non mais c'est vrai, il faut le dire. Et là, on est en train d'apprendre quoi? Une autre dimension. C'est ce qui est venu faire l'homme, à mes yeux. On n'est pas venu transformer de la biologie. Le poisson qui est sorti de l'eau pour aller sur la terre et faire des grenouilles, je ne sais quoi, ou des êtres qui sont bien respirés, il en a fallu quelques-uns qui meurent avant que ça marche. Hein. Mais l'expérience, c'était quelque chose de très lent, hein, en supposant que la théorie de l'évolution soit juste. D'accord? Parce qu'on ne sait pas si c'est... Simplement, on pourrait voir aussi à la manière ancienne, les poissons, quand ils sortent de l'eau, ils meurent. Dieu regarde, puis il dit, ça ne colle pas, ce truc-là. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il trouve une solution, il crée autre chose, et puis d'un seul coup, celui-là, il ne meurt pas. Quoi, parce qu'il a mis autre chose en place. Vous voyez, c'est une manière très amusante de voir. C'est d'un seul coup, s'il observe les choses et qu'il voit que ça ne colle pas, il ne laisse pas les choses comme ça. Et ça, on entend ça dans différentes traditions. Hein. C'est très amusant. C'est qu'en fait, Dieu, quand il voit que ça merde, il change. C'est dit d'une autre manière. Hein. Mais ça veut dire qu'il a plané les montagnes, il comble les machins, et il fait en sorte que tout aille bien. Et ça veut dire qu'il y a un mouvement de vie dans l'univers qui va vers l'harmonie. Et qui passe par quoi ou par qui? Par chaque individu qui est en train de regarder. Donc la nécessité de regarder, d'être présent, et d'être dans l'observation, et de voir, donc d'être vraiment cet observateur, elle va devenir essentielle. On se rappelle aussi qu'on est des générateurs d'énergie. Chaque fois toute la journée, tout le temps, on pense. Hein, puis en fonction de l'état d'esprit que l'on a, on sait que en fait, on est des générateurs d'énergie. Voilà. On projette de l'énergie autour de nous qui a la couleur de nos sentiments. On voit bien que si je suis en colère, on va dire, on balance un certain type d'énergie. Si je suis amoureux, j'envoie si je suis plus amoureux, j'envoie un autre type d'énergie, etc., etc. Dans le monde, enfin, vous voyez ce que je veux dire. On pourrait dire que tout ça, ça prend les couleurs de l'arc-en-ciel en fonction, hein, et puis c'est plus ou moins lumineux en fonction tout simplement de la qualité vibratoire. On dit souvent, bonne énergie, elle vibre plus, donc elle est plus lumineuse. Est-ce que c'est mieux ou pas mieux? On verra. Mais en tout cas, ça prend cette couleur-là. Et or, elle prend la couleur de nos sentiments. Hein. Et donc, on projette autour de nous cette énergie et la tendance actuelle, compte tenu des médias, etc. Et surtout, parce que lorsqu'on est dans le mental et l'émotion, on est extrêmement manipulable. Parce qu'on n'est pas dans la présence et l'ouverture. On n'est pas dans quelque chose qui nous permet de voir les choses telles qu'elles sont. C'est qu'on voit, quand on est là-dedans, vous verrez, on est en relation avec de l'énergie, on est en relation avec des choses. On va percevoir même ce que peuvent penser les gens, les sentiments qu'ils ont, qu'ils les projettent. Il suffit d'avoir tout simplement un petit peu d'ouverture. Ça, c'est bien du chamanisme. Hein. C'est des voies spirituelles aussi. Hein, je veux dire, mais on est dans quelque chose de ce goût-là. Et donc, quand on est dans le mental, les émotions, etc., on est hyper manipulable. Et on projette de l'énergie qui est les plus mauvaises qui existent. Ça balance pas terrible, ça vibre pas exceptionnel. Même si on essaye de se dire, je vais quand même penser à de l'amour, c'est mieux. On le voit d'ailleurs dans les cristaux des motos, hein, les fameux cristaux d'eau, hein, les travaux qu'a fait ce japonais, où quand ils sont bombardés de mauvaises pensées,
de musique un peu bizarre, etc. Et pouf, les cristaux sont un peu bizarres. Puis dès qu'on a mis un peu d'amour, d'eau fraîche, un peu d'amour, et bien soudainement, elles changent de couleur. Elles changent, elles ne sont pas pareilles. C'est-à-dire que même les plus mauvaises, c'est-à-dire qu'ils étaient toutes tordues, eh bien, elles retrouvent une forme harmonieuse. Donc ça veut dire qu'il y a une influence, c'est évident. Alors cette énergie-là, celle qu'on va projeter comme ça en permanence, il faut se dire que ça, et ça c'est une vision très chamanique, il y a des entités qui se nourrissent de ça. Et qui viennent se coller aux gens, parce que c'est super leur énergie, là, c'est exactement la fréquence que j'ai besoin. Ils vont se coller dessus pour en prendre. Et puis surtout, ce qui va être amusant, enfin amusant, c'est une façon de dire, c'est qu'ils vont manipuler les gens pour qu'ils continuent à faire ça. Puisqu'ils n'existent que parce qu'on est en train de projeter de l'énergie. Et non seulement on projette de l'énergie, mais on projette des images mentales, etc. Alors lorsqu'on est en train de faire ça, on crée des mondes. On n'arrête pas de créer des mondes autour de nous. Et ces mondes, ils prennent encore une fois la couleur de nos sentiments. On écrit des romans, vous savez. Alors, il y en a, c'est Dallas, l'autre, c'est machin. Et puis, Game of Thrones. Quand on voit Game of Thrones, on dit, ah, putain. Il faut voir ce qu'ils se prennent. Hein. Bah, le mec qui a inventé ça, il est en train de créer des mondes comme ça. Or, ces mondes, ils veulent bien continuer à exister. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont manipuler celui qui est en train d'écrire, c'est-à-dire nous. Et on est dans une espèce de Matrix, hein, vous avez vu Matrix? On est dans une espèce de monde où en fait la réalité c'est qu'ils nous pompent l'énergie et ils nous font croire quelque chose d'autre. Et Matrix décrit ça vraiment, dans les grandes lignes, hein, décrit ça vraiment de manière intéressante. Alors ça veut dire qu'à un moment donné, est-ce que j'ai envie, une fois qu'on prend conscience de ça, est-ce que j'ai envie de continuer à être comme ça? Est-ce que j'ai envie de continuer à être en colère? Parce que moi j'étais quelqu'un de très coléreux, hein, faut surtout pas croire. En voiture d'autant plus que c'est là où tout est mis vous voyez, en voiture, on est en situation de danger, de territoire, de tout ce que vous voulez, et puis l'autre, il vient me faire peur. Parce que quand il vient couper ma route, il a mis en route tous les systèmes de défense qui sont... Et où le danger? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Puis après, on hurle, on crie, on frappe, on fait tout ce que vous voulez, enfin toutes les réactions possibles, imaginables. On n'est pas centré. On est dans une cage de Faraday qui se déplace. Il va falloir faire un sérieux effort de centrage. C'est pas que c'est impossible. Alors, le TGV, l'avion, j'en parle même pas. C'est de faire un effort de ça. Mais l'avantage, c'est qu'on ne conduit pas. Vous savez, c'est ça le gros avantage. Les corps énergétiques qui font ça, ils se mettent. On est assis sur les 3-4 derrière. Hein, TGV, quand il va vite, les avions, c'est pareil. On n'est pas assis à notre place, on est assis derrière. Parce que nos corps, ils font ça. Ils sont reliés, bien sûr. Mais on a une partie de notre énergie qui fait comme ça. Alors si la jolie blonde, trois rangs devant, eh bien, est-ce qu'elle est posée sur moi, ça peut être sympa, hein. Mais pas forcément du teint, vous voyez ce que je veux dire. Et on a ce genre de choses qui sont extrêmement désagréables. C'est que, voilà, on crée des mondes, on est dans une cage de Faraday, on se déplace, on est en danger, on se met, et c'est là que, on dit, mais c'est incroyable, les gens, quand ils conduisent, ils ne sont pas comme ils sont à la maison. Et la question, c'est, est-ce que tu veux, moi je me suis posé cette question, est-ce que tu veux continuer à être comme ça? Parce que moi, les colères, les machins, je peux vous dire, j'en avais. Hein. Ma première femme s'en souvient, ma deuxième moins, mais ma première s'en souvient bien. Parce que j'ai explosé. J'étais quelqu'un qui explosait. Parce que je me retenais, parce que je savais que je pouvais être extrêmement violent, hein, vraiment violent, sans limite. Vous savez le truc où d'un seul coup, ça pète un câble et vous n'avez plus de limite. Vous êtes capable de tuer quelqu'un. Donc, ah oui, moi je me suis rendu compte à l'armée. Hein. On m'a dit une altercation avec un gars qui était bourré, qui me sort du lit comme ça. Puis il vient, il m'attaque, jusqu'au moment où tout le monde se marrait, parce que j'étais à poil, alors tout le monde se marrait. Et puis à un moment donné, il sort un couteau, pour une raison, parce qu'il n'arrivait pas à me frapper, il sort un couteau, ici ça fait clic, j'ai pris un tabouret en fer, à ce moment-là, j'allais le tuer. J'avais plus aucune limite. Et qu'est-ce qui s'est passé instantanément? Tout le monde a intervenu. J'en avais 6 sur moi, il y en avait un sur l'autre. Avec ça, ils sont caniches, il était comme ça. Et moi, il s'est dit, lui, il va le tuer, ça c'est sûr. Et du coup, ça s'est arrêté, c'est calmé, heureusement. Parce que ce jour-là, peut-être que je tuais quelqu'un. Je n'avais plus aucun contrôle. C'est réflexe de survie, boum, et là, je défends. C'est là que j'y vais, quoi. Et là, l'engagement qu'on parlait tout à l'heure, c'est l'engagement des hommes, des guerriers, etc. C'est ça. Quand vous imaginez les gars avec les glaives, etc., à un moment donné, ici, ça fait boum, et ils y vont. Ils ne s'occupent pas de savoir ce qui se passe. À un moment donné, il faut y aller. Cet aspect-là, ça peut être très utile, hein, quand c'est nécessaire, véritablement. Mais sur une altercation d'un mec qui sort son canif et dit « Putain, mais viens, on va boire une bière. » Aujourd'hui, ça n'existerait même pas. Ça ne se ferait même pas dans le monde.
Ça veut dire qu'on peut transformer. Alors, on est dans des histoires comme ça, hein, et puis, est-ce qu'on continue? Est-ce que je continue à être violent? Est-ce que aller trouver l'origine de la violence en soi? Ben, je trouve ça génial. Hein, et c'est tout un processus qui était en place depuis 30 ans en arrière. Même avant, on pourrait dire. C'est toujours la même histoire. C'est qui transforme? C'est la présence, le fait de voir les choses telles qu'elles sont. Je me vois en train de faire ça. Et ben, c'est ça qui a transformé les choses. C'est pas faire 50 pompes, parce que là, ou le gars qui dit « Seigneur, donne-moi la patience, sinon je lui pète la gueule. » C'est ça, hein. C'est là je le tue, quoi. J'en peux plus, là. Mais si on va voir là, ce qui se passe réellement en soi, c'est curieux, comme ça désamorce tout. Non seulement ça désamorce, on est revenu dans la présence, on est revenu dans la relation à ce qu'il y a autour, mais on comprend l'autre. On arrive à savoir pourquoi il est comme ça. Puis on peut lui dire, ça c'est la CNV entre autres, hein, mais on peut même lui dire, ah parce que, mais là ça a du sens, parce que vous êtes véritablement en train de le faire en vous. Mais utiliser la CNV en communication, oui alors, il me semblait que tu as des sentiments, comme on entend beaucoup, pour moi c'est insupportable. Il faut vous dire que c'est insupportable. Pourquoi? Mais c'est pas ça qu'il nous a demandé de faire. C'est pas ça la communication non violente. Mais regarde ce qui se passe d'abord chez toi là. Ah ouais. Et curieusement, à ce moment-là, tu peux être à l'écoute de l'autre. Et on devient thérapeute, on devient l'observateur. Et le thérapeute, proprement dit, c'est bien quelqu'un qui doit être présent, ouvert et en train d'écouter l'autre. C'est une attitude de thérapeute, comme on le conçoit dans certaines pratiques. On est vraiment là-dedans. Ça veut dire qu'il va falloir revenir, pour quitter justement ces mondes où on est manipulé, ces mondes où il y a des entités. Et dans cette sphère-là, je peux vous dire, on peut travailler sur les entités, on peut travailler sur tout ça, hein, bien sûr. Ah, je fais des fois un travail, les gens ils sont tellement dans ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un travail sur les entités. Point, terminé. Et il faut revenir à cette autre dimension qui est présence, ouverture, connexion, et autre chose se manifeste. Dites-vous bien quand même, c'est juste histoire d'envoyer une petite pique, ces fameuses entités qui nous manipulent, etc., ils n'aiment pas tellement qu'on aille faire un travail de conscience corporelle, de présence. Pourquoi? Parce qu'ils voient quand ils sont en train de mourir. On est en train de leur enlever de l'énergie. D'accord? Donc ils s'attachent, et ils s'accrochent et ils mordent. De la même manière, les personnes qui sont poussées, parce que la vie quand même, elle n'est pas stupide, elle voit bien qu'il y a ce truc-là. Donc elle va nous pousser vers l'autre direction. Parce que si elle regarde bien que les choses ne vont pas, qu'est-ce qui fait le Dieu, hein? Ça, une clairvoyance. Ben, il va faire en sorte qu'on aille de l'autre côté, vers la présence et l'ouverture. Puis il va nous faire des appels au pied, comme on dit, et yo-yo, c'est par là que ça se passe, et nous pousser à plus ou moins, à nous proposer d'aller dans cette direction. On va se rendre compte qu'il y a des gens qui vont se retrouver dans des situations un peu chaotiques, simplement parce qu'en fait, ils ne vont pas dans la bonne direction, qui serait d'aller vers la présence et l'ouverture. Ils ne vont pas, alors qu'ils ont plein de choses, ils ne vont pas vers ce genre de lien. Ils résistent, ils ne veulent pas. Donc on se retrouve avec des choses qui sont très similaires à c'est ce que j'appelle des incohérences. On est dans un monde chaotique, il se passe beaucoup de choses, on peut tomber malade bien sûr. Voilà. Et puis l'un c'est un appel vers la lumière, on pourrait dire comme ça, et de l'autre c'est les autres qui nous bouffent l'énergie en permanence. Parce que quand vous avez des entités sur le coin qui vous bouffent l'énergie, ça n'est pas bien. D'accord? On parlait tout à l'heure de magie noire. À force de balancer, d'être dans la réaction, de balancer de l'énergie, voilà, fait chier ce con, ouais, ce genre de truc. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On projette de l'énergie sur l'autre. D'abord, on en crée dans notre monde, mais aussi on est en train de projeter sur les gens. Je ne parle même pas de ceux qui le font en pleine conscience, hein, sciemment, qui utilisent ça. Mais on balance ces trucs comme ça. Vous imaginez si à chaque fois, là, tcha, je lui balance un seau là, de merdasse. Ah. D'accord? Ça s'appelle la magie noire. Hein. C'est bien l'utilisation de l'énergie contre une personne. Enfin, je sais pas, moi j'appelle ça la magie noire. Quelqu'un pourra peut-être me dire que c'est pas de la magie noire, mais c'est bien l'utilisation de l'énergie. Or, en fait, on fait ça en permanence. Chaque fois qu'on a ce coup, on est là, nos pensées, ça. Revenir au corps, se poser, transformer,
Et on va se rendre compte que l'énergie qui va être véhiculée va changer. On va même pouvoir harmoniser, nettoyer ce qu'il y a autour de nous. Tout simplement parce qu'on est en train de nettoyer notre eau de médecine, c'est-à-dire notre réalité, notre monde. D'accord ? Et ça nécessite à revenir vraiment à la présence. Or, les enseignements, par exemple, de Castaneda, entre autres, la voie Toltec, les gestes conscients, hein, etc. Or, chez Castaneda, ils nous ont parlé pas du kéké, mais du peyoté, de l'esprit du peyote, en faisant « Ah ouais, la petite fumée, machin ». C'est super génial, j'ai jamais essayé. Pourquoi ? Parce que j'aime pas les trucs qui me font perdre la présence et la conscience. Hein. Tous les trucs qui est la fumette, machin, moi ça marche pas, donc je n'ai pas fait. Mais l'enseignement principal de Don Juan avec Castaneda, c'était les gestes conscients, le travail corporel. Et après, on apprend, en ouvrant un bouquin qui apparaît 25 ans après le premier, qu'il y a ces fameux passes magiques. Passes magiques ? Je regarde, c'est quoi ? Ah bah c'est l'essence même, c'est maintenant qu'il sort le bouquin, là ? Parce que le reste est très intéressant, mais ce n'est pas essentiel. L'essentiel, c'était la présence. Et dans beaucoup de voies chamaniques, qu'est-ce qu'on va vous montrer ? Cette présence. On veut revenir à ça. Quand vous servez les pierres dans une cérémonie nipi, par exemple, que vous êtes au feu, alors d'abord on met les pierres, enfin le bois, les pierres, hein, on va allumer. Vous croyez que c'est vous qui allumez avec l'allumette ? C'est autre chose. Ah, c'est l'esprit du feu. Ah, c'est l'esprit du feu. Il y a quelque chose d'autre qui va se mettre. Et là, on est au service de la cérémonie, du feu, des pierres, des gens. Il se passe quelque chose d'autre. On rentre dans la hutte, par exemple. Je viens pour moi, ou je viens parce que d'un seul coup, je veux être au service de ce qui se passe là, qui dépasse largement ce que je suis. On va se retrouver dans une autre énergie. Se mettre au service. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire juste avant, mais c'est pas grave. Donc, pour quitter ces mondes sombres, obscurs, etc., la présence, oui, c'était le travail des chamans, le travail des chamans sur la présence, c'est ça, quand je prends la pierre, puis je vais faire 7 pas traditionnels pour aller mettre la pierre dans la hutte, c'est un travail de présence. C'est un travail de relation. D'accord ? On ne va pas prendre les pierres avec les mains. Hein, pas encore. Ça, c'est dans d'autres cas. Etc. C'est vraiment, tout ça, ça nous amène à cette présence. La quête de vision, c'est pas d'être allumé pendant 4 jours, hein, parce qu'on n'a pas mangé, pas bu. 4 jours, vous êtes parfaitement présent, parfaitement là. C'est pas dur, parce qu'on est en lien avec quelque chose d'autre. Et soudainement, on peut rester 4 jours sans boire. Parce que c'est donc de ne pas boire pendant 4 jours, c'est pas bien quand même. Hein. Mais là, j'avais pas plus soif que maintenant, quoi. J'ai parlé beaucoup. Et encore, j'avais même moins soif que ça. D'accord ? Ça veut dire qu'il se passe quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre qui se met en place. Et on veut être en relation avec ce vivant qui va venir se manifester parce qu'on est justement dans cet état de présence et d'ouverture, de conscience, on va dire, je suis l'observateur. Et je vois les choses. Quelque chose d'autre apparaît. Et le travail consiste à développer ça. Donc, bien sûr, ça passe par des marches, parce que la meilleure façon de revenir à la conscience, c'est de marcher, parce qu'on marche toute la journée. On utilise un corps, on l'a tout le temps. On est tout le temps avec. Et la conscience du corps, parce que je peux bien me tenir comme ça. Hein. Non. J'ai la parfaite conscience de ma plante des pieds, du contact de ma jambe là qui est sur le tibia, de l'énergie, de l'appui que j'ai sur cette jambe-là, le bassin, comment il se tient, parce que même s'il s'est mis comme ça, je suis en position d'appui sur la jambe. La colonne vertébrale qui, elle, s'étire vers le ciel, et le regard qui s'est posé plus ou moins, même si je l'utilise, etc. Les appuis ici, les appuis derrière, et ça me permet de revenir complètement à la présence. Parce que bien entendu, je suis en train de vous parler, je vais chercher un truc. Ah oui, c'est là. Je reviens, j'appère, j'ai fait ça tout le temps. L'autre chose qu'on fait tout le temps, c'est de respirer. Et se mettre dans la respiration, d'un seul coup, c'est quand même étonnant comme ça fait pouf, ça nous cale, ça nous pose. On dit respire un grand coup avant de t'énerver. Avec conscience et tranquillité, c'est 100 fois plus efficace. Et là, ça va permettre de véritablement revenir au corps. Et en faisant ces gestes de conscience, on va se rendre compte qu'il n'y a pas simplement l'espace intérieur qui bouge, le corps, il y a l'espace extérieur qui est en train de bouger. Et ça, c'est le Tai Chi Chuan qui m'a vraiment fait prendre conscience de ces mouvements énergétiques. L'intention qui précède le mouvement, l'énergie qui précède le mouvement,
etc. Ça, c'est vraiment le tai chi qui m'a appris ça. Et ça change beaucoup de choses, parce que lorsqu'on fait le tai chi, je suis en train de faire la forme, ouais, je maîtrise, je suis bon. Ah ouais, tu maîtrises que dalle, ouais. Est-ce qu'un seul coup, on sent qu'il y a quelque chose d'autre qui précède le mouvement? Et lorsqu'on commence à percevoir ça, ça rejoint complètement qui fait quoi dans le monde? Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'il y a encore quelque chose d'autre? Mais alors j'ai bien eu l'intention, mais qu'est-ce qui a réalisé ça? Il va se rendre compte qu'à un moment donné, tout ça, ça va faire quelque chose de différent et on va se retrouver dans une dynamique de vie qui est complètement différente. Et c'est très intéressant de fonctionner comme ça. Et moi, c'est vers ça que je vais. Je marche dans cette direction. Et s'il y a quelque chose que j'ai envie de transmettre, c'est bien sûr ça, à travers les marches, d'accord, à travers les respirations, à travers les mouvements, et cette fameuse ouverture d'espace qui est en fait dans l'hypnose humaniste. Il y a plusieurs types d'hypnose. Hein. Il y a l'hypnose ericksonienne. Et l'hypnose ericksonienne, on dissocie l'esprit du corps. Parce que si vous le dissociez, ben vous pouvez envoyer quelque chose à l'inconscient plus facilement. C'est-à-dire que vous envoyez des phrases, blablabla, et avec un peu de chance, l'inconscient va la choper et vous allez... Mais si vous faites la même chose en étant présent et ouvert, vous pouvez exactement dire ce que vous voulez à l'inconscient, c'est de lui demander, au fait, tu ne peux pas t'occuper de ça, et il s'occupe, entre autres. Mais aussi, et c'est ça le gros avantage, à mon sens, c'est qu'on est bien dans la même dynamique, présence, ouverture de conscience, donc on a vraiment ces ouvertures. Ça rejoint totalement le chamanisme, parce que je peux être complètement relié à un arbre, si je me concentre dessus, et faire quelque chose particulièrement avec cet arbre, supposant que ce soit intéressant, ou qu'il y ait une nécessité. Mais je vais avoir cette ouverture de conscience, et là je vais avoir la conscience, on va l'appeler comme ça, qui va me parler à moi, peut-être conscience séparée, individualisée, sous forme de symboles. Et mon inconscient, le langage de l'inconscient, c'est sous forme symbolique. Donc on va se rendre compte que l'inconscient et la grande conscience utilisent les mêmes types de dialogues qui sont liés à des symboles. C'est-à-dire un symbole, ça réunit beaucoup de choses en même temps. C'est pas seulement « Ah ouais, attends ton problème, là t'as un point noir sur le nez ». Il y a quelque chose de bien plus grand. Et donc, à chaque fois qu'il y a un travail de transformation qui se fait, ça ne touche pas qu'une seule chose. Ça touche beaucoup plus largement. Ça transforme notre univers à nous, ça transforme l'univers totalement. Donc on participe à quelque chose. Et j'aime bien cet aspect-là d'être le gardien, de participer à quelque chose. Tout en sachant que de temps en temps, c'est moi mon ego qui a fait, hein, faut pas se leurrer. Hein. Mais à chaque fois, ah ouais, ok, on revient. Enfin, j'essaye de revenir à cette présence, cette ouverture, de laisser l'espace à cette autre conscience. Qu'est-ce qu'il regarde là? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et c'est toujours quelque chose qui est dans l'instant présent. Et puis si on l'oublie, si on fait autre chose, si un jour on a décidé de regarder la télé, je sais pas, n'importe quoi, pourquoi pas, hein, on peut peut-être se l'accorder, ou regarder la télé d'une autre manière, ou faire des choix. Moi je ne regarde plus la télé depuis la première guerre du Golfe. Je ne lis plus aucun journal, je ne regarde pas la télé, je ne fais pas de... Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dans les médias? Enfin, je fais tout ça, j'ai fait clic, et je suis au courant de tout ce qui se passe. Enfin, les choses importantes ou intéressantes. Importantes, vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'on se rend compte aussi d'une chose, ça fait pas mal d'années que je regarde plus, mais c'est toujours les mêmes histoires avec des personnages différents. Ils ne sont pas trop renouvelés quand même. Hein. Mais la manipulation du monde, alors elle a continué. Elle a continué. Comme s'il y avait à la fois une volonté de maintenir l'humain dans certaines choses, puis en même temps un élan de vie qui extrait l'humain de ça. Et la lutte actuelle, elle est là. Hein. Entre guillemets, si lutte il y a, la transformation qui se fait, ça est basée là-dessus. De plus en plus de gens s'ouvrent à quelque chose d'autre. C'est ça qui est intéressant. Mais on a les mêmes problèmes qu'il y a 2500 ans en arrière, à peu près. Hein. Je crois que ça n'a pas trop changé. On a changé les outils, mais c'est à peu près pareil. Sauf que, voilà, il y a une histoire de conscience qui s'ouvre de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience qu'il y a autre chose. Et qu'on n'a pas nommé à travers un livre, Dieu, le Dieu unique, c'est nous qui avons raison. Quelque chose de bien plus grand, beaucoup plus large, quelque chose de beaucoup plus universel. Et quelle que soit, on va dire, notre religion, on peut d'un seul coup se sentir adhérer à quelque chose qui nous aspire, qui
nous fait aller beaucoup plus loin. Et ça passe pour moi par la présence, donc le corps, l'ouverture d'esprit, bien sûr, la connexion à cette autre chose, cet axe est-ouest. C'est l'arbre aux étoiles, je symbolisais. Hein. Pour moi, l'arbre aux étoiles, c'est ce qui représente l'homme dans la roue de médecine. Profondément enraciné, là, tac. La dynamique du corps qui s'élève pour recevoir l'énergie du cosmos, etc. Et à un moment donné, être dans la présence, rayonner. J'aime beaucoup cette image. C'est pour ça qu'on a utilisé ce petit arbre que Oriane a dessiné sur l'ordinateur, l'arbre aux étoiles. C'est la présence, c'est l'ouverture, et on est en train de regarder ce qui se passe. Et ça passe par cette conscience corporelle. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Alors, tant en thérapie que dans les ateliers, c'est vers ça que je pousse, on va dire. Enfin, je pousse, sachant que je ne fais pas grand-chose, donc... Mais la dynamique, elle va dans cette direction-là. Mais tout d'abord, ça passe par une écoute. Qu'est-ce qui t'arrive? Décris-moi ton monde. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, bon, ça. Parce que tant qu'on ne le décrit pas. Et la plupart des gens, ça c'est étonnant, juste pour rebondir là-dessus, c'est étonnant de voir que la plupart des gens ne font pas ça. Ils ne décrivent pas leur monde. Ou ils le décrivent à travers le filtre du mental ou des émotions. Mais ils ne nous parlent pas réellement, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait ta fille, là, qui t'énerve? Hein? Elle a fait ça. Et quand on regarde véritablement ce qui a été fait, les faits réels, c'est pas pareil. C'est là qu'elle... Ah non, mais elle a fait ça, puis moi, ça m'a réveillé ça en moi. Donc, on aura inversé les rôles, on commence à regarder qu'est-ce qui se passe réellement en moi, où est l'origine de la violence en moi, quelles sont mes valeurs qui ne seraient pas assouvies ou qui ont été perturbées, ou mes limitations spirituelles, mentales, etc. Parce qu'on a plein de limitations dans les conceptions mentales, dans les conceptions du monde. On a des valeurs qui vont comme ça. Alors ils nous disent aussi dans la roue de médecine, il faut s'y confronter, il faut même les défendre. Il faut que tu défendes tes limites, tes valeurs, tes machins, je pense, c'est comme ça, la vie est comme ça. Tu défends, tu donnes ton point de vue, tu y vas, et puis parce que tu donnes ton point de vue, parce que tu le défends, etc., tu vas dire, peut-être que ça peut être un petit peu plus comme ça. Mais c'est très amérindien, ça, comme façon de faire. Les grands chefs amérindiens se réunissaient, les chamans, etc. aussi, et disent chacun leur point de vue. Et il y en a un qui dit, oui, il faut donner nos traditions aux hommes blancs parce que j'ai une vision, etc. Bon, il ne discute même pas les visions. S'il a une vision, il le fait, c'est tout. Ça ne se discute pas. C'est l'esprit qui parle. Donc, voilà, nanana. Et l'autre à côté, il dit, il ne faut surtout pas donner les traditions. Il dit complètement l'opposé, mais avec engagement, etc. Mais ils ne sont pas en train de se foutre sur la gueule. Pas du tout. Ils donnent leur point de vue, défendent leurs limites, ils défendent leur point de vue. Ils le disent. Ah ouais, mais c'est un cercle sacré. Ils ne sont pas en train de travailler avec les panneaux. Non, ils disent son point de vue. Et après, voilà. Peut-être qu'il ne change pas, peut-être qu'il change. Il se passe quelque chose d'autre. Et ça ne crée pas forcément un conflit à l'intérieur de... L'autre a décidé de faire ça, et ok, lui... Mais si en faisant ça, ça remet en cause peut-être, alors ils vont discuter, peut-être que ça met en cause l'avenir des enfants. Avec le concept amérindien, ne veut rien faire qui puisse remettre l'avenir des enfants en péril. On a un peu oublié chez nous. C'est évident. Quelque chose d'autre? Comme ça, je dis toujours, vous n'avez pas de questions alors? Ou plein de questions, c'est évident. Vous avez quelque chose à... Moi, j'aimerais juste partager une réflexion. D'abord, je voudrais vraiment te remercier. Je suis assez émue de voir à quel point tu arrives à simplifier, à raconter d'une manière tellement simple et agréable des choses qui sont extrêmement profondes et intimes et voilà, pas graves mais profondes. Donc, voilà, ce que je reprendrai de cette journée, j'adore cette phrase, qui fait quoi dans le monde? C'est une phrase tellement simple et tellement facile à dire, et je trouve qu'elle est extrêmement profonde en fait, comme tu as bien décrit ces paramètres, et le fait qu'on participe au monde, mais on doit toujours garder à l'esprit, ce n'est pas moi qui fais, donc
enfin, comment ne pas être un obstacle à qui veut faire quelque chose à travers moi. Donc ça le remet dans une autre perspective, hein, ce questionnement. Donc voilà, je suis émue que tu racontes ça, parce que je suis toujours obnubilée par la façon. Tu dis que tu n'arrives pas à écrire, par contre tu arrives très bien à parler. Hein. Ça ne peut pas te l'enlever. Il paraît. Je pense que tu touches manière. le cœur, et puis voilà, tu nous entraînes, tu es un conteur, hein, tu nous entraînes dans ton monde, en fait, et puis qui rejoint le nôtre. Voilà. C'est bien merci à toi. C'est bien quand tu dis effectivement de ne pas faire obstacle à quelque chose d'autre. C'est un point que je n'ai pas dit, mais c'est vraiment ça. Notre mental, notre ego, on pourrait dire, hein, a tendance à faire obstacle à ça. Parce qu'on veut contrôler, on veut faire par nous-mêmes, on croit que c'est nous qui devons faire quelque chose. En fait, on participe, c'est exactement ça, pas faire obstacle. Frank Fulscrow, qui est un homme médecine, un homme spirituel, enfin qui était, je crois qu'il est décédé, oui, un homme médecine, un homme spirituel, Oglala, donc Sioux, disait qu'il faisait des choses assez remarquables, hein, c'est-à-dire des choses assez extraordinaires. Il disait, ah mais moi, enfin on lui demandait, mais pourquoi, comment vous faites ces choses-là? Je lui dis, mais moi je fais rien, je suis un petit os creux et le grand esprit souffle à travers moi. Ça fait des années que ça je trouve ça d'une... Et les chamans, ils disent, mais nous on fait rien, ce sont nos alliés qui font les choses. Alors, certains disent des alliés, d'autres disent rien, mais c'est pas eux qui font. Nous, on est comme happés par l'esprit ou quelque chose d'autre, et c'est eux qui font. C'est pas eux qui vont se balader dans les mondes, machin, rechercher l'âme de... C'est leurs esprits qui les amènent. Ah, puis, des fois, quand ils racontent, ou quand on a des expériences de ce goût-là, ouais, tout à fait... Bon, non. Heureusement ils étaient là, parce que sinon, j'aurais pris une branlée, mon pauvre ami. Parce que c'est ça, je serais même mort. Parce que si on part comme ça dans ces mondes, comme ça, on va fumer kéké ou je sais pas quoi, parce que ça arrive, hein, on les voit revenir, bonjour, hein, après c'est pas étonnant qu'ils soient complètement explosés. Avec du monde avec eux, parce qu'ils sont plus tout seuls. Hein. Parce que ça c'est un gros problème. Hein. Utilisez donc les machins où vous êtes complètement comme ça, les voyages astro en tout genre. Alors, il y en a qui font ça très très bien, tant mieux. Ils sont certainement des gardiens, des guides avec eux. Il y en a qui partent, quand ils reviennent, il y a du monde. Hein. Je peux rentrer chez moi? Ah non, tu ne rentres plus. Oh, je rentre chez moi. Et puis là, s'il n'y a pas quelqu'un qui va nettoyer, il ne rentre pas. Et on a plein les hôpitaux psychiatriques, hein, forcément, etc., etc. Ça, c'est des réalités. C'est la réalité de ce monde nord-sud. Mental, émotion. On est dans une sphère séparée. On n'est plus en relation avec le vivant. Là, ça craint. Enfin, c'est le monde, c'est la réalité dans laquelle on est, en fait. Enfin, la mauvaise réalité dans laquelle on est. Et l'intérêt, c'est de revenir à l'autre. Comment on va faire? Revenir à la présence. Hein? Les petites fées, là. Et oui, c'est revenir à la présence. Et curieusement, les choses ne sont pas pareilles. C'est comme si on quittait le monde. On revenait, on avait passé une porte, un sas, on était revenu. Ça alors, c'est plus pareil. Ça veut dire que quelqu'un qui serait dans un état comme ça, qui arrive à revenir vraiment à son corps, il va dégager ce monde, il va le nettoyer. Donc il va restructurer complètement son monde à lui. C'est difficile pour des gens qui sont explosés, hein, c'est évident, il va falloir les aider. En faisant quoi? En travaillant sur aussi notre propre réalité, sur notre présence, etc. Et laisser bien sûr ces autres dimensions agir dans le monde qui est autour de nous. Parce que ça, c'est une vision très, très chamanique et une vision qui est liée à la roue de médecine. Quand quelqu'un vient, parce qu'il y a après il y a plein de choses qu'on y passerait la journée, hein. Mais un des aspects intéressants, c'est de se dire, voilà, moi dans mon monde, je crée la beauté. Parce que moi, un des aspects que je trouve qui porte le plus pour moi, hein, bien d'accord, c'est de marcher dans la beauté. C'est créer de la beauté, être dans la beauté. C'est même pire que ça, c'est la beauté qui me fait marcher. C'est encore différemment. Ce n'est pas moi qui fais, ouais, je vais créer la beauté. Je crée rien du tout, c'est la beauté qui marche avec moi. Et ça, c'est Navarro. Les Navarros, c'est leur prière, que la beauté, hein, que le pollen, ils ont toute une tirade comme ça, parce que le pollen, c'est essentiel pour eux, c'est l'énergie de vie. Hein. La beauté marche avec. C'est la beauté qui me fait marcher. Voilà. Dans ma réalité, je crée de la beauté. Arrive une personne qui a un problème, elle est bien rentrée dans ma réalité. Donc si je continue à créer de la beauté, qu'est-ce qui va se passer? Elle devrait aller mieux.
On se rend compte que ouais, c'est pas toujours comme ça, hein, mais ça serait l'idée. D'accord ? Et là, il y a plein d'histoires spirituelles, chamaniques, etc., qui sont liées à ce genre de choses. Par exemple, ce sont des histoires qu'on retrouve dans tous les pays. Hein. En Chine, voilà, il y a un endroit où il ne pleut plus depuis plusieurs années. Il ne pleut plus depuis trop longtemps. La sécheresse et la région est en train de mourir. Donc, ils font appel à un homme spirituel, enfin on va l'appeler comme ça, quelqu'un qui est capable de peut-être faire revenir la pluie. Okay, et le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il est là, ok, d'accord, ok. Il s'installe dans une hutte pendant 3 jours, puis au bout de 3 jours, il se met à pleuvoir. Magnifique. Puis à un moment donné, on lui demande, mais comment tu as fait? Ah ben, j'ai simplement modifié ma réalité. S'il ne pleut pas, c'est parce qu'en moi, il y a un problème. Donc il a été résoudre le problème à l'intérieur de lui pour faire en sorte que ça se mette à pleuvoir. Ah ben, c'est intéressant. Hein, c'est intéressant. On change la réalité. On est des créateurs de réalité et on modifie notre réalité, on modifie notre monde. Il ne pleut pas, c'est pas harmonieux. Donc qu'est-ce qu'il y a en moi à l'origine de ça? Ça va très loin. Moi, j'adore. C'est pour ça que toutes ces techniques, j'ai trouvé extraordinaires, parce qu'elles viennent toutes, à l'intérieur, rappeler quelque chose de ce goût-là. Ben, ouais. Bien sûr, des fois, moi, je suis comme tout le monde. Hein. Des fois, je m'énerve. Hein. Il ne faut pas que ça dure. Hein. On a le droit à aller, entre guillemets, l'erreur. On a le droit, moi, j'ai le droit de m'énerver, nom de bleu. Mais, il faut pas que ça... dès que je m'en rends compte, dès que je vais revenir à la présence, à la conscience, ça va le transformer. C'est un signe qui me montre que je suis hors de moi. Et j'aime bien les choses très simples. Je suis d'un seul coup hors de moi. Ah oui, je suis hors de moi. Donc, qu'est-ce que tu fais? Il faut que je revienne à moi, au centre de la roue de médecine. Parce que moi, c'est les symboles qui me parlent. Parce qu'au centre de la roue de médecine, je suis sur cet axe, l'arbre aux étoiles, je suis en relation avec les directions, avec les forces, les esprits, les présences. Ah, c'est pas pareil. Puis on peut se décaler pour plein de choses. Je dis la colère, mais il y a plein d'autres choses qui nous font décaler. Hein. Plein. C'est quoi, on me regarde drôle de manière. Je dis non, pas du tout. Hein. Voilà. L'émotion, ça y est, je ne suis plus là. Hop, tu reviens et en fait, elle te regarde. Oui, elle te regarde, elle a des yeux, elle te regarde. Normal, non. Il n'y a pas d'interprétation de la chose. Sinon, moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, je ne suis pas trop vieux, mais plus jeune, parler comme ça devant vous, j'aurais été comme ça. Hein. C'était impossible. Quasiment impossible de parler en public. Parce que le moindre regard, la moindre réflexion, le moindre truc, ça m'aurait... Puis vite, mon anti-sèche, oh là là, je dois parler de ça. J'aurais fait 3 jours de travail pour y arriver. Bon, je ne dis pas que je n'ai pas pensé à ce que j'allais vous dire, il n'y a encore même pas. Et puis voilà, c'est parti. On y va. La transformation, quand même, se fait. Ça ne veut pas dire que j'ai tout transformé. Ça veut dire que c'est un chemin, c'est en cours, c'est au quotidien, tous les jours, tout le temps. Et ça change, les choses se modifient. Je suis 100 fois plus souple qu'avant. Les sciatiques, je ne connais quasiment plus. Mal de dos, c'est assez rare. Je ne dis pas que j'ai jamais mal. Mes genoux, j'avais un genou explosé. Voilà. Je n'ai pas tout résolu, mais j'ai résolu beaucoup. Enfin, résolu, vous voyez ce que je veux dire? J'ai résolu, parce que c'est comme ça qu'on parle tout le temps. Moi. Hein? Moi. Mais non, ça s'est transformé. Les choses sont transformées. Les relations avec ma fille, le fils, les voisins, etc., se sont transformées. Je constate, je peux que le constater. Oh, tu as dû faire un gros travail sur toi, ça a dû être dur. Je constate qu'à un moment donné, c'est pas pareil. À un moment donné, j'étais en conflit avec ma fille, maintenant je ne suis pas. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? J'ai simplement vu que j'étais en conflit avec ma fille. J'ai observé, tac. C'est ça en fait. Hein. Et tiens, quand tu as fait ça, quand tu as dit ça, il se passe quelque chose, ça arrivait quelque chose en moi. Ok, je regarde, c'est bon. Et je laisse quelque chose d'autre le faire. Hein? Théorique. Donc laisser vraiment une autre dimension, ne pas faire obstacle, tu disais très justement, à ça. Mais pour revenir à quitter cet axe nord-sud, mental, émotion, respiration, conscience corporelle,
je me pose, immédiatement l'ouverture apparaît, et c'est très rapide. Et du coup, on est observateur. Et ça, c'est pour moi essentiel. Et les exercices de conscience corporelle, de gestes conscients, etc., il ne faut surtout pas croire qu'on a besoin de quelque chose de compliqué. Ça rejoint. Faisons des choses simples. Les choses les plus simples sont les meilleures. En tai chi, moi j'ai toujours, le mouvement de tai chi qui est pour moi essentiel, c'est celui-là. Ça, et il revient au centre. C'est vrai, celui-là. Ça fait 30 ans que je fais ça. Les gens me disent, ouais, tu fais pas que ça depuis 30 ans. Celui-là, je le fais tous les jours. Parce que dès que je fais ça, je suis revenu à présent, tout s'est remis dans l'axe, tout a bougé, donc l'énergie s'est mise à circuler. Parce qu'un autre aspect, c'est qu'on a tendance à bloquer de l'énergie différentes parties de notre corps, mais aussi dans les corps émotionnels, etc. Dès que vous bougez, tac, l'énergie se met à circuler. Et il faut que la vie coule. C'est de l'eau. L'eau qui stagne, elle croupit. Dès qu'elle bouge un peu, elle ne croupit plus. C'est la vie qui revient. Et ça, c'est un principe énergétique. Et ben, je fais ça. Le mouvement de tai chi le plus intéressant, c'est celui-là. Facile, hein? Mais on va y mettre de la conscience, de la présence, etc. Et surtout, laisser l'énergie le faire. Ce qui est le plus dur, parce que là, on veut tout contrôler. Alors ça, c'est tous les jours, je fais du tai chi, et tous les jours, ça me pousse plus loin pour me montrer, là, tu contrôles. Et après, vous faites les choses, les yeux fermés. Alors là, les yeux fermés, mais t'es fou, toi. Pas possible. Parce qu'on contrôle tout le temps avec les yeux. Quand on est la première chose qu'on fait lorsqu'on revient, fait du tai chi, on revient à une petite méditation, je dis aux gens, prenez conscience de ce que vous avez dans le dos. Ah oui, parce qu'on est en contrôle, toute l'énergie est devant. Donc il faut revenir pour la replacer dans le dos. Simplement, vous mettez la conscience dans le dos. Ah oui, c'est bon, l'énergie se met. C'est instantané, ça ne faut pas 3 jours. Mettez la conscience sur la plante des pieds pour que l'énergie soit sur la plante des pieds. Hein, c'est quoi la plante des pieds? Les gens sont groupés là. Là, ça marche très bien. Et en dessous, ça passe qu'il y a... Enfin, j'exagère parce qu'il y a les mains quand même, parce qu'on contrôle beaucoup avec les mains. Donc cette sphère-là, ça marche très très bien. Le reste, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas du tout. Et quand je dis la plante des pieds, des fois, je remonte. Hein. Moi, j'exagère, mais c'est ça. Ça m'est arrivé, et pas qu'une fois. Plante des pieds, hein, regarde. Plante des pieds, c'est quoi? Ben, c'est là, c'est où tu t'appuies, quoi. Il est où ton poids? Il ne sait pas, il n'a pas de conscience corporelle. Mais on arrive à voir ça, hein. Et pas seulement chez les anciens. Parce que les anciens, quand ils se font mal, ils ont peur de se refaire mal. Donc ils sont comme ça, donc ils sont complètement sur la retenue, et bien entendu, l'énergie monte, etc. Ils se font mal, hein, ils font ça. Il faut leur réapprendre à se poser sur le corps, pour que la souplesse revienne, etc. Moi, à 25 ans, j'étais comme ça. Hein. Donc l'énergie était là, et ça marchait très très bien ici. Ailleurs, moins. Il faut revenir vraiment à ce corps pour qu'il y ait à nouveau cette souplesse. Et du coup, énergie circule, transformation, transmutation, etc., etc., etc. D'autres questions? Moi, j'ai dû parler longtemps, moi. On m'avait dit 20 minutes maximum. Oui. Juste, est-ce que j'ai bien compris? Donc, nord, c'est mental, sud, c'est émotion. Oui. Donc, pour sortir de cet axe nord-sud, voilà, respiration, mouvement simple. Maintenant, le corps, oui, revenir au corps. Conscience. Après, est, c'est feu esprit, ouest, c'est le corps. C'est le corps, c'est ça. Pour quitter l'axe nord-sud, il faut revenir sur l'autre axe. D'accord. Voilà, c'est les deux axes. Hein. Et à ce moment-là, à l'est, il y a l'esprit, le feu qui est lié à l'esprit, enfin tout ce qui est ces dimensions-là. Et de l'autre côté, c'est le corps. La matière, mais le corps. Donc il faut revenir au corps. C'est impératif. Impératif. Mais un corps sans esprit, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et l'esprit sans la présence, sans le corps, ça ne colle pas non plus. Donc il faut vraiment les deux. À ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'on a éliminé le mental et les émotions. C'est qu'ils ne sont plus en train de prendre le contrôle de tout. Ils sont à leur juste place. Donc on est au-dessus, quoi. Ah oui. On est sur l'autre axe. On est sur l'autre axe. Oui, c'est ça. On est sur l'autre axe. Et donc c'est cet axe-là qui nous amène dans la présence? Oui, okay. Celui-là. Okay. Et ils appellent ça l'axe des esprits, c'est-à-dire que c'est vraiment là qu'en fait on est censé être. On est censé être en relation avec ça.